là, avec l'équipe, on se fixe comme objectif non pas de faire juste un nouveau record du monde, mais bien de le pulvériser. Donc on a une grosse pression sur le projet et par contre, on sait que pour atteindre cet objectif fou, on va être obligé de déployer une innovation importante dans plein de domaines différents. Salut Alex, Salut Loïc. bienvenue sur le podcast Les Frappés. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Je te cache pas que quand je cherchais mes premiers invités et que j'ai découvert ton profil, tu cochais quand même un certain nombre de cases, justement pour l'obtention de ce statut de véritable frappé. C'est cool. Euh, Je sais pas comment je dois le prendre, hein, mais bon, bah, écoute, bien. positivement, ouais, je pense, ouais. Super. Peut-être que je peux te laisser te présenter pour commencer. Ouais. Donc Alex Kezerg, je suis kitesurfer pro depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai des titres de champion du monde. J'ai 4 titres de champion du monde de vitesse, 6 records du monde de vitesse, dont 2 records du monde absolus, toutes catégories confondues. Et puis voilà, j'ai 41 ans. Et je suis aujourd'hui également CEO d'une jeune startup qui s'appelle Sirocco et avec laquelle je prévois de faire encore plein de trucs frappés. Et tu es également investi dans The Galleon Project, hein. Aussi, ouais, je suis directeur sportif du think tank, qui est un think tank d'entrepreneurs de la French Tech. Et ces entrepreneurs, je les amène un peu partout dans le monde avec l'équipe là, les aider à progresser en kite. Parce que c'est souvent des passionnés de sport de glisse. Et du coup, c'est assez enrichissant. Super. Bah, écoute, je te propose qu'on commence par le kite. Ouais, Donc ta spécialité, c'est la vitesse. c'est ça. Qu'est-ce qui t'a attiré, dans cet univers? Alors moi, j'ai démarré la vitesse en 2004. J'avais assisté au printemps 2004 à une compète de vitesse à Leucate, la compète dans laquelle j'ai débuté, qui s'appelle le Mondial du Vent. OK. Et où il y avait les meilleurs mondiaux qui s'affrontaient. Et du coup, quand j'ai assisté à cette compète au printemps, j'ai tout de suite accroché. Le spectacle était bien sûr génial, super impressionnant. Les gars qui passaient à fond au ras du bord très vite. Donc du coup, je me suis dit que j'allais essayer déjà la discipline. Et 2004, ça a vraiment été l'année charnière où j'ai commencé à me faire shaper des planches de vitesse par un copain qui faisait ça. J'avais mon pote de navigation, Sylvain Morin, qui avait lui participé à l'épreuve en 2004, qui s'entraînait chez moi à Port-Saint-Louis. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec lui, pris au jeu, pris au niveau des sensations. Et, Ouais. et du coup, il m'a dit, mais tu devrais essayer de t'inscrire et tout. Et je me suis inscrit à la compète donc, du Mondial du Vent. Et en avril 2005, je faisais mes débuts. Quand tu parles de vitesse, Ouais, juste pour qu'on les gens qui sont pas forcément familiers se rendent compte, ouais. c'est sans parler forcément de tes records tout de suite, mais sur une compétition comme Mhm. ça, c'est quoi la moyenne à peu près? Bon, on passe à 70 km/h. À Waouh! l'époque, on passait à 70 km/h au ras du bord. Donc c'était, Faut pas c'était tomber. bien évidemment super impressionnant. Faut pas tomber. Encore que non, si les chutes sont autorisées à ces vitesses-là, ça reste raisonnable. Mais par contre, il y a une très grosse concurrence et du public au bord de l'eau qui fait que l'adrénaline, elle monte encore plus, quoi. Mmh. Donc 2004 les débuts en vitesse. Ouais, Depuis, ouais. si je me Ouais, trompe 2005 réellement, mais 2005 ouais, et ouais. si je me trompe pas depuis, équipe de France de kite, Mhm. un record en fait, premier homme, ça faut quand même le préciser, tu as été le Ouais, premier homme tout simplement à passer au-dessus de la barre des 100 kilomètres/h sur l'eau, sur un c'est engin à ça, voile. exactement. Donc bon, ça voilà, ça Donc ça, ça impose son c'était homme. ça, c'était c'est déjà mon deuxième record absolu, sachant que 2 ans avant, donc on était trois compères, deux Français, un Américain, à être les premiers à franchir 50 nœuds, qui était une barrière à l'époque, soi-disant inatteignable par les Mmh. engins à voile, et finalement qu'on a pulvérisé en 2008. Et en 2010, je fais 100 km/h
100 km/h, pareil, là aussi, qui nous fait rentrer dans une autre dimension, et ouais, qui a permis d'écrire un joli passage de l'histoire de la vitesse, ouais, Excellent. Et donc sur l'eau. depuis, dernier record en date, si je me trompe pas, c'est 107,3 km/h C'est ça, ouais. et tu prépares actuellement, bah, une prochaine tentative de record du monde? Ouais, alors donc 107,3, c'est un chrono que j'ai fait en Camargue, à côté de chez Ouais, moi, sur un spot qu'on a designé là, un canal de vitesse qu'on a dessiné et créé. Et là, effectivement, au mois de novembre, on s'attaque de nouveau à ce record-là en essayant on ambitionne d'atteindre 110 km/h. toujours en Camargue, hein? Toujours en OK. Camargue, toujours en kite. OK. Voilà. Waouh, incroyable. La question que je me pose, qu'est-ce qui, parce que j'imagine, enfin pour moi, je vois quand même une différence entre faire de la compétition en vitesse et tenter d'aller chercher des records. J'imagine que pas tout Mhm. le monde est attiré par ça, mais qu'est-ce qui, toi, à quel moment est-ce que tu as eu ce déclic de te dire, allez, je vais aller chercher les 50 nœuds, les 100 km/h et plus? Je serais tenté de te dire, dès les débuts, dès mes débuts en vitesse, on avait bien évidemment, comme beaucoup de sportifs, on avait des montres GPS Oui, qui te donnaient, bon, c'était pas super, super précis à l'époque, mais ça nous donnait déjà une idée des vitesses de pointe qu'on pouvait atteindre. Et dès les débuts, on faisait déjà plus de 50 nœuds en vitesse de pointe. Donc ah on oui, savait le potentiel de l'engin. Et puis, alors que à la même époque, les compétitions de vitesse auxquelles on participait, c'était souvent des spots qui étaient, j'allais dire, d'anciens spots de windsurf, d'anciens spots de planche à voile sur lesquels ils faisaient de la vitesse, mais qui n'étaient pas forcément avec le bon angle pour aller vraiment très vite en kite. C'était fait parfait pour le windsurf, pour la planche à voile, mais pour le kite, c'était pas génial. Les trajectoires étaient les angles étaient trop serrés. Donc on était trop obligé de lutter contre le vent pour aller vite. Alors que à partir de 2007, on a déplacé, nous, les compétitions de vitesse et on a été les faire en Namibie, où là, on avait accès à un spot qui s'appelle Luderitz et qui est dans le sud de la Namibie et qui était avec un angle vraiment beaucoup plus favorable à ce qu'on trouvait sur les compétitions de vitesse de l'époque. Et le bond a été juste phénoménal parce que cette année-là, donc en 2007, je fais le record, on le passe de 41 nœuds, euh, de 41 nœuds moi je le passe à 47 nœuds 92, donc on gagne presque 7 nœuds de vitesse waouh. sur le record. Donc là, on valide tout de suite que on peut aller beaucoup plus vite en kite. Et là, on commence à nous regarder en tant que véritable engin de vitesse, ce qui n'était pas le cas, jusqu'à présent. Et par curiosité, pourquoi la Namibie? Ça vient avant tout du fait que dans les gars qui allaient très vite à l'époque en kite, il y avait Sébastien Catlan, qui était un Français qui habitait en Afrique du Sud et qui avait découvert ce spot de la Namibie en 2005, il me semble. Il m'invite début 2007 à passer l'hiver chez lui et du coup on fait un petit séjour en Namibie sur ce spot-là et tout de suite on voit que ça peut aller beaucoup 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 plus vite que les spots de l'époque. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la Namibie. On savait qu'il y avait un potentiel de fou sur la destination. Et le spot naturel était beaucoup plus rapide que les spots naturels qu'on trouvait en France. D'accord. Donc le potentiel était là, il fallait juste se donner les moyens d'organiser une première vraie tentative de record, ce qu'a fait Sébastien à l'époque. Il a invité un peu tous les Top Gun de l'époque à venir, à venir se tirer la bourre pendant un mois sur cette destination-là. Et puis les chronos ont parlé tout de suite, quoi. On a fait 44 nœuds, 45 nœuds, 46 nœuds, 47 nœuds, presque 48 nœuds en un mois. Et du coup, l'émulation a fait que les chronos ont flambé, quoi. Waouh. Qui est-ce qui homologue ces chronos? Il y a une fédération internationale ou comment ça se passe? Ouais.
Alors, il y a une fédération, c'est pas une fédération, c'est un organisme d'homologation qui s'appelle la WSSRC pour World Speed Sailing Record Council et qui est une entité de l'ISAF, de la Fédération internationale de voile, et qui est en charge de t'envoyer un homologateur quand tu tentes des records de vitesse OK. pour valider la performance. Et c'est quand tu fais ces records, donc tes 50 nœuds, les 100 Mhm. kilomètres-heure et bientôt beaucoup plus, Ouais. c'est sur quelle durée? C'est-à-dire qu'entre le moment où le chrono, enfin où il commence les mesures et où tu atteins ta pointe de vitesse, ça dure combien de temps? Alors, le run en lui-même, il est très rapide, hein. Aujourd'hui, on est sur des runs qui font 17 secondes en Waouh! moyenne. Ah oui. Tu imagines une petite dizaine de secondes pour s'élancer et une petite dizaine de secondes pour ralentir et pour t'arrêter. Et en gros, c'est maxi 30 secondes effectives. Mais en fin de compte, tu passes quasiment la journée sur l'eau presque non-stop pour maximiser tes chances de faire le bon run, quoi. Mmh. Justement, c'est fou parce que si c'est enfin, c'est moins de 20 secondes, Mhm. c'est quoi, pour toi? Parce que, je suppose que chacun a une technique différente, mais c'est quoi pour toi les Mhm. étapes importantes de ta préparation? Est-ce que c'est du mental? Est-ce que c'est du physique? Un mix des 2? Ah, c'est bien évidemment un mix de plus de choses que ça. Ouais. Si ça tenait qu'au physique ou qu'à moi-même, je pense que ça serait très simple. Mais là, en gros, tu es obligé de, bien évidemment, concevoir du matériel optimal. Nous, le matériel dans le kite de vitesse, il a une importance, euh, je vais pas dire primordiale, mais c'est un des trucs qui peut pas, la performance peut pas venir d'un matériel Ouais. pas efficace. Donc, tu es bien évidemment obligé d'optimiser ton matériel. Moi, je travaille avec mon sponsor qui est à Montpellier, qui s'appelle F1, avec lequel je travaille depuis mes débuts en vitesse, donc depuis plus de 15 ans, avec lequel on développe la planche, le kite qui vont permettre d'aller très vite. Mmh. Donc, tu es obligé de designer du matériel, tu es obligé donc, de le régler et de l'optimiser. Et ensuite, effectivement, il y a toute une partie, j'allais dire ma partie propre, qui est la prépa physique, qui est bien sûr importante. Il y a l'entraînement sur l'eau, qui est primordial et même dans lequel j'accorde probablement encore plus d'importance que la prépa physique pure en salle de gym. Et ensuite, il y a bon, les conditions météo qui sont Ouais, ouais. pareil, primordiales. En fait, ça demande un record de vitesse aujourd'hui en kite, ça demande des conditions météo particulières avec un vent très fort, avec un certain angle. Euh, Nous, on attend en fait un seul vent qui est le Mistral, en Camargue en tout cas, qui est vraiment qui a l'angle optimal par rapport au canal de vitesse, qui a la force optimale aussi, parce que c'est un vent qui peut être très 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 fort, et c'est ces journées-là qu'on attend avec grande impatience. Et c'est pour ça qu'on fait nos tentatives de record en début d'hiver, où bah, on peut profiter des premiers coups de fort Mistral sans avoir des températures polaires. Mmh. Donc tout ce mix, sans parler bien évidemment. Alors, la préparation mentale, c'est un peu la cerise sur le gâteau. OK. C'est-à-dire que moi, j'en ai jamais à proprement parler fait. J'ai jamais vraiment poussé ce côté-là, si ce n'est que pour moi, une bonne préparation mentale, c'est avant tout être prêt à tous les niveaux et ne laisser la part de hasard que sur les conditions météo. En OK. gros, il faut que tout soit prêt et puis que si les conditions météo sont au rendez-vous, la perf est là. Donc ça a vraiment été toujours mon mojo, en tout cas pour la prépa physique, c'est si tu es prêt physiquement, si ton matériel il est prêt, si ton équipe elle est prête et tout ton matériel est prêt, euh, je veux dire, il n'y a plus qu'à. Ouais. Il n'y a plus qu'à ce que le Mistral souffle et puis à la clé, il y aura une perf. Voilà. Tu as combien de personnes généralement qui t'entourent, sur ce genre de tentative de record? On est une dizaine aujourd'hui, à la fois qui m'aident à l'entrée du run, parce que bien évidemment, donc on est dans un territoire qui est un petit peu spécial,
un endroit qui est un petit peu spécial, qui est au milieu des Salins, à Salins-de-Giro. Donc c'est une terre qui est faite d'argile, donc c'est Ouais, pas du sable. On a le canal qui est creusé et c'est un avantage de creuser dans de l'argile, c'est que en fait le canal ne bouge pas. Ça fait maintenant 8 ans qu'on l'exploite et il n'a pas bougé. Si tu veux, ça s'est pas comblé, ça s'est pas enseveli. ouais, On a toujours le canal qui est matérialisé sur cet étang. Et donc j'ai des gens qui m'aident en entrée de run au départ pour décoller mon aile, pour me faire patienter dans la zone de départ, pour checker le vent aussi, parce qu'on est en fait, tu vois les rafales arriver, les rafales de Mistral arriver. On a un étang qui est juste au-dessus. Donc dès que ça fume, dès que l'étang se met à fumer, moi je suis à l'intérieur de mon, entre guillemets, à l'intérieur de mon canal. Et j'ai quelqu'un qui me fait signe pour me dire c'est bon, tu peux partir. ah, excellent. Des gens qui m'aident au niveau du système de chronométrage et des gens qui m'aident à la fin du run pour m'aider à remonter un petit peu. Donc, ils me tiennent par le harnais et ils m'aident à remonter dans l'étang d'à côté pour remonter dans la zone de départ. D'accord. Donc voilà, une petite dizaine de personnes. C'est les mêmes depuis 8 ans. C'est des amis. Bah, que tu peux lever à 5 heures du matin pour que tout soit prêt au moment où tu t'élances. Donc c'est assez génial et c'est une aventure dont ils font vraiment partie, quoi. Et donc tout ce petit monde, est en fait en stand-by, au début de l'hiver, c'est ça? Parce que tu C'est ça, on se dit, c'est par période de 28 jours que la WSRC fait ses homologations. Donc on se dit, bah, à partir du 1er novembre jusqu'au 28 novembre, on se met tous en stand-by. On prépare tout ce qu'on peut préparer en amont, je sais pas, les drapeaux, le système de chrono dans le véhicule de chronométrage, ouais, etc. Et 3 jours avant, on sait qu'il va y avoir un coup de Mistral qui arrive. On se dit voilà, alerte rouge. Et puis la veille en général, on prépare encore quelques petits trucs. Et puis le jour J, tout le monde se rejoint à Salins à 7 heures du mat devant l'entrée. Et puis on y va, quoi. génial. C'est intéressant de Voilà. voir que, bah, c'est toi qui es solo, mais en fait derrière toi, tu as, ces 10 personnes, tu as tes sponsors, tes partenaires comme F1. Ouais, On en parlait hier, avec, Jonathan Logel qui est en équipe de France de rugby à 7. Et en ouais. fait, c'est ce qu'il disait, pour sa participation aux JO, c'est que même si c'est Mhm. lui qui voilà, c'est lui qui a foulé le stade olympique, en fait derrière il a entraîné, bah, avec lui plein de gens qui ont vécu l'expérience, indirectement, mais qu'il a accompagné, depuis ses débuts. Intéressant. Ouais. Non, mais c'est effectivement une perf, un chrono, mais bah, qui te. Sans ces gens-là derrière, bah, déjà, la perf, tu peux pas l'atteindre. Ouais. Et ensuite, de la partager, c'est aussi encore plus grand, quoi. Mais et qu'est-ce qui se passe quand la perf n'est pas là? Alors, bah, quand la perf n'est pas là, tu as cette équipe-là, Ouais. justement, déjà qui te pousse pour pas que tu lâches trop vite et que tu passes à côté. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Après, il faut, à partir du moment où tout le monde donne son maximum pour exploiter les conditions météo, on n'a jamais rien à regretter. Et ça c'est vraiment aussi vraiment quelque chose qu'on garde à l'esprit. C'est tout le monde donne le meilleur pour au final un chrono qui arrivera ou qui arrivera pas, mais au moins oui, on n'aura aucun regret. Euh, Ce que tu peux regretter, c'est justement qu'il y ait un truc qui aille pas. Le moment où il y a toutes les conditions météo réunies et où il n'y a aucune raison de pas faire de perf et que tu fais pas ta perf. Là, Mmh. oui, là, il y a des choses. Là, ça peut être un peu noir. Ça arrive. Moi, je touche du bois, c'est jamais arrivé. OK. Donc non, tout le monde est au rendez-vous, tout le monde donne le meilleur. Et puis voilà, c'est surtout, on fait ça aussi beaucoup pour j'allais dire pour la gloire du sport, mais ouais, pour cet état d'esprit-là, on donne le meilleur. Après, on a rarement des regrets, quoi. OK. Ouais, je pense que c'est important de comme tu dis, d'y aller à fond et en fait, c'est pas forcément le record qui vient récompenser les efforts, mais plus, bah, la satisfaction de savoir que tu as tout donné, avec ton équipe. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. L'année dernière, par exemple,
je crois que j'ai jamais été aussi bien prêt physiquement. J'avais le matériel qu'il fallait, une équipe de malades qui me poussait tout le temps. Et puis on a eu une journée à 40 nœuds de vent, ce qui était vraiment pas une condition optimale. Au final, je fais 52 nœuds, donc très loin des bases d'un record. Et pour le coup, on avait vraiment rien à regretter. Et on est tous repartis, certes un peu déçus de ne pas avoir eu la météo, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas un crève-cœur, quoi. Mmh. Et dans cette équipe, par curiosité, donc bon, Mhm. tu es on va dire la face publique de toute cette équipe, mais tu Ouais. as quoi comme rôle? Est-ce que c'est toi qui insuffle aussi la dynamique? Tu dirais que tu es le team leader? Alors on va dire que cette équipe-là, elle a un leader à deux têtes, à savoir effectivement moi qui suis un peu le fer de lance, et aussi le côté médiatique, mais il y a quelqu'un dans l'ombre qui organise beaucoup de choses et qui donne beaucoup, beaucoup de sa personne, c'est mon père, OK, avec qui on a eu l'idée de faire justement cette base de vitesse en Camargue, qui m'a toujours accompagné tout au long de ma carrière, qui m'a conseillé. Bon, il est pas dans le domaine du sport du tout, hein, lui, il est dentiste. Par contre, il est passionné de sport de glisse depuis des dizaines d'années. C'est notamment grâce à lui que je me suis mis au kite. Et c'est lui qui a fait en sorte qu'on est revenu en Camargue parce que lui était convaincu qu'on avait tout ce qu'il fallait pour faire un record en France et et que ça serait bien mieux de le faire chez nous, probablement plus de sécurité. On a des hôpitaux et des systèmes de secours qui sont très performants en France aussi, donc il pensait à ça, bien évidemment, hein. ouais. Mais c'est lui qui insuffle beaucoup d'énergie dans la tentative de record, qui manage souvent les équipes. Donc non, c'est vraiment un management à deux têtes. On OK. va dire que moi, je suis plus en amont de la tentative, où là, il y a plein de trucs à organiser, la WSRC à booker, les partenaires entretenir les relations qu'il y a avec les partenaires sur la tentative, faire en sorte que tout soit prêt au moment où la tentative débute. Et puis lui, quand la tentative débute, il prend le relais pour que moi, j'ai plus qu'à me concentrer sur la perf sportive et pas autre chose, quoi. Mmh. Ouais, donc comme tu dis, un vrai relais, au moment où Complètement. ouais, top. Et donc c'est un projet familial, c'est génial. Ah bah ouais, ouais, c'est une aventure familiale, plus qu'un projet. Excellent. Parce que ça reste, il y a quand même la passion. Lui, il fait du kite aussi depuis 20 ans. Il vient de commencer sa retraite, donc je pense qu'il va jamais faire autant de kite que maintenant. Donc lui, ça le passionne aussi. Il est avec ses Ouais, copains qui nous aident sur la tentative. Donc voilà, c'est vraiment une affaire de passion familiale. Ouais. OK. Alors petite question, j'ouvre une toute petite parenthèse, ça parlera aux sudistes, mais moi le spot que je connais dans le sud, parce que j'ai grandi, vers Bandol, c'est l'Almanar. Ouais. Ouais. Et en quoi est-ce que la Camargue, au-delà du fait que tu as un canal qui reste en place, en quoi est-ce que la Camargue, c'est un spot plus approprié pour les tentatives de record que l'Almanar? Parce que ça souffle à l'Almanar quand même. Alors ça souffle à l'almanar, mais ça souffle bien plus fort en Ah Camargue. ouais? Je te dis ça sans être chauvin, pour le coup, hein. Mais pour te dire, lors de mon dernier record, non, oui, lors de mon dernier record en 2017, on a eu une rafale à 67 nœuds à Ah ouais, Port-Saint-Louis, OK, ouais. le jour où je fais mon record à 57 nœuds 98. Donc non, le Mistral souffle vraiment très 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 fort à Port-Saint-Louis. On est vraiment dans l'axe, on est vraiment situé à l'embouchure du Rhône, donc c'est vraiment l'axe de la vallée du Ouais, Rhône. Et là où le Mistral, en fait, après il tourne, pour aller à l'Almanar, il tourne plus ouest. Et donc du coup, je pense qu'il perd en intensité. OK. Euh, voilà. Bon, Mais non, non, le vent souffle beaucoup plus fort en Camargue. bon, OK. T'expliquais qu'une des raisons pour lesquelles ton père, avait opté pour des spots en France, c'était, la qualité de l'infrastructure médicale. C'est quelque Hmm. chose que tu as dû, que tu dû utiliser à un moment donné?
Alors pour le coup, le côté blessure, j'ai pas été très traumatisé par le kite. J'ai malheureusement, comme beaucoup de kitesurfers, je me suis rompu un ligament croisé antérieur. OK, Ce qui est, j'allais dire, c'est chez les skieurs, chez les rugbyman, ouais, chez tous les sports où il y a de l'appui, bien souvent on s'abîme ses ligaments croisés. Donc c'est le seul vrai traumatisme que j'ai eu en kite. Bon, après, je me suis fait des petites blessures, mais rien de catastrophique. Et ce ligament croisé, je me le suis rompu en 2012 au Mondial du Vent aussi. Où là, j'ai bien cru que ma carrière allait en subir fortement les conséquences. Et finalement, bien entouré au niveau médical, je me fais pas opérer. Donc, c'est en ah avril oui, 2012. Contrairement à la plupart des sportifs qui se brisent les ligaments croisés, je me fais pas opérer. Je fais une rééducation de malade au centre de rééducation des sportifs à Cap-Breton, donc au milieu des skieurs et des rugbyman fraîchement opérés, donc c'était assez marrant. Et puis je fais mon retour sur l'eau au championnat du monde en juillet, où je fais septième, donc bon, ça va. Écoute, une bonne reprise. Et puis en octobre, novembre 2012, on ouvre notre première tentative de record du monde en Camargue. Donc sur le canal qu'on venait de finir de creuser. Et puis on fait les meilleures perfs de l'année excellent. avec mon compère Rob Douglas. Donc voilà, au final, je m'en suis plutôt bien tiré et j'ai toujours pas de, je me suis toujours pas fait opérer. Je navigue depuis, par contre, avec une orthèse là, bah, qui me maintient, qui empêche de me tordre le genou. Mmh. Mais voilà, depuis ça tient bien. Je suis suivi par nos chers chirurgiens orthopédistes de Sainte-Marguerite à Marseille et puis ça se passe très bien. Et au-delà de l'orthèse, Ouais. en quoi est-ce que ça a changé ta pratique du kite aujourd'hui? Ah, ça n'a rien Ça a changé rien du tout. changé? Je fais toujours autant de free ride, de high jump, de surf, quoi, de kite dans les vagues, de foil. Bon, bref, ça limite rien du tout, si ce n'est que c'est juste un peu de logistique. Pas oublier la telle, Oui. bien la fixer avant d'aller à l'eau. Et puis, non, non, ça change strictement rien. Bon, bah, Voilà. ça a été une blessure chanceuse alors. C'est vrai que pas d'opération sur des ligaments croisés, je savais même pas que Ouais. c'était possible. Ouais, ouais, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui font ça. Je crois qu'il y avait Anthony Réveillère qui était un footballeur au début des années 2000, pareil, qui s'était pas fait opérer, qui avait fini sa carrière sans opération, avec une bonne prépa physique et un bon entretien, un bon suivi, ça passe. Voilà. OK. Après, je te dis ça, peut-être dans 10 ans, ça me posera beaucoup plus de problèmes, mais on verra quoi. Bon, on va croiser les doigts. Voilà. Alors, bah, écoute, super. Pour le moment, on a pas mal parlé, bah, plutôt de la partie kite. Moi, ce que j'en retiens, c'est que, bah, ce que tu expliquais, ça demande quand même, une grosse équipe derrière toi, ça demande de la préparation, vous êtes en stand-by sur des périodes, bah, quasiment un mois. Hem et donc la question qui me vient, c'est comment est-ce que tu fais pour, en parallèle de tout ça, gérer Sirocco? Alors, aujourd'hui, on va dire que je passe un peu moins de temps à l'eau que ce que je passais avant, ça c'est sûr. C'est une vraie transition. Sirocco, c'est une aventure, donc comme tu disais, une aventure entrepreneuriale où tu as là de nouveau une équipe qui sont plus des bénévoles, qui sont des gens qui bossent pour le projet. Ça change pas beaucoup la façon de manager d'ailleurs, mais c'est des gens qui sont passionnés, avec lesquels tu passes beaucoup de temps, avec lesquels tu es content de passer aussi du temps. C'est une super transition, en tout cas, une transition par rapport à ma carrière sportive. C'est que c'est une vraie continuité. On a un projet aujourd'hui qui est la création d'un engin de vitesse. Ça change pas. Je change pas totalement de secteur. On l'appelle le Speedcraft et c'est un engin de vitesse qui va avoir pour objectif de passer 150 km/h à la seule force du vent Ce qui serait un record sur l'eau. absolu?
à ce qui serait un très beau nouveau record du monde absolu. Là, le record du monde actuel, il est à 120 km/h. Il est détenu par un bateau qui s'appelle Sail Rocket, un bateau skippé par un Australien, Paul Larsen. Et là, avec l'équipe, on se fixe comme objectif de non pas de faire juste un nouveau record du monde, on ne se fixe pas de faire 121 km/h, mais bien de le pulvériser. Donc on a une grosse pression sur le projet et par contre on sait que pour atteindre cet objectif fou, on va être obligé de déployer une innovation importante dans plein de domaines différents et on ambitionne en fait véritable projet de Sirocco, c'est de créer de l'innovation qui va aider à la décarbonation du transport maritime. D'accord. C'est ce pourquoi on a créé Sirocco, c'est ce qui nous obsède tous les jours. Et on se sert de projets qu'on appelle exploits pionniers. Donc, notamment, comme premier projet, cet engin de vitesse. Mais il y en aura d'autres qu'on va lancer et qui ne seront pas forcément liés au sport ou à l'aventure, mais qui seront toujours des objectifs fous à atteindre et qui on pense, vont nous permettre de développer de l'innovation de rupture qui va pouvoir nous aider à décarboner le transport maritime. Donc voilà, un projet super ambitieux. On est une quinzaine aujourd'hui à Marseille et, euh, et c'est juste génial parce que c'est à la fois une continuité dans ma carrière et également des trucs que j'apprends. Tu vois, un rôle d'entrepreneur, c'est quelque chose de nouveau. J'ai des associés qui m'entourent, qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, j'en apprends tous les jours. Et voilà, on a un objectif de faire grandir Sirocco pour les années futures. Et c'est une belle aventure. Donc, pour répondre à ta question, je passe beaucoup moins de temps sur l'eau. On va dire que je sélectionne bien mes sessions. Je fais encore quelques compétitions. Je participe à l'NG Kite Tour, qui est un tour avec des événements un peu partout en France, qui mixe pro et amateur. Et je me concentre aussi sur la tentative de record kite qu'on a au mois de novembre. Donc voilà, ça me fait. Et après, des sessions le week-end ou avec ma famille et mes copains, des pures sessions kite plaisir, quoi. Mmh. Donc ça m'occupe pas mal. On va Ouais, dire que j'ai j'imagine. un agenda bien rempli. J'imagine. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi dans la création de Sirocco? Et surtout par rapport à la mission, de décarboner, Mhm. décarboniser? Ouais, décarboné. Décarboner le transport maritime? Alors, c'est venu avant tout, je pense, et tu en parlais tout à l'heure en intro, mon lien avec le Galleon Project. En fait, quand j'emmène ces entrepreneurs-là un peu partout dans le monde, eux se déplacent ils échangent entre eux, ils partagent leur expérience, leurs ratés, leurs succès, d'où ils sont partis, où ils sont arrivés, les difficultés qu'ils ont rencontrées, etc. Et en fait, moi, j'ai bénéficié de ce mentoring depuis les débuts du Galion. Aujourd'hui, le Galion fête ses 5 ans et depuis même plus longtemps, je bénéficie de ce mentoring-là. Je rencontre plein d'entrepreneurs, donc en même temps, ça donne des idées. Ouais. Ça incite à partager aussi ses propres idées. Donc, en 2012, on se fait exploser le record par Sail Rocket, là, le record donc qui met la barre à 120 km/h. Et moi, je savais dès les débuts, dès 2012, je savais qu'il fallait absolument changer de logiciel et repenser la vitesse en kite pour arriver à récupérer le record absolu. Et donc j'ai tout de suite pensé à un engin de vitesse tracté par un kite. Et là, j'ai commencé à en parler un peu autour de moi. Donc j'ai tout de suite su qu'il fallait monter une équipe de spécialistes, d'ingénieurs qui t'aideraient à concevoir cet engin-là. Et qui dit équipe dit financement, budget qui sont bien plus importants que mes tentatives de record Mmh. kite. Et donc du coup, j'en parle autour de moi. J'en parle notamment à des entrepreneurs du Galion qui sont depuis devenus des amis.
et avec eux, j'échange et ils me disent, mais nous, si tu as ton projet d'aventure sportive, de marketing sportif, événementiel, etc. Nous, des budgets comme ça, on n'est pas forcément spécialiste pour t'aider à trouver ces budgets-là. Mais par contre, si tu as une idée de business model qui puisse faire perdurer l'aventure au-delà du record, bah là, par contre, nous, on sait faire, on sait trouver des financements, on sait faire grandir des structures comme celle-là. Donc, on itère, on réfléchit ensemble à comment on pourrait faire. Et au final, bah, il y en a deux d'entre eux qui deviennent mes associés, qui s'impliquent justement dans cette réflexion. Et on se dit, mais en fait, toute l'innovation que tu vas développer pour le record, il faut qu'elle puisse bénéficier c'est bien beau de dire à l'humanité, à l'homme, à la nature, à la planète, ce que tu veux, mais il faut qu'elle puisse bénéficier Oui, bah, justement à cette transition énergétique. oui, Aujourd'hui, c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, notamment pour le transport maritime. Nous, on reste vraiment des passionnés de la mer. euh, et on se dit bah, comment rendre à la mer ce qu'elle te donne tous les jours dans ta passion. Et au final, bah, le transport maritime, ça tombe sous le sens. C'est un milieu, un domaine où depuis 50 ans, il y a eu très très peu d'innovation et qui, bah, justement, est au milieu, au cœur de l'actualité aujourd'hui où on dit, OK, on transporte beaucoup de marchandises, même si rapporté au tonnage, ça pollue peu, tu as quand même un impact fort de gaz nocif, une émission de gaz nocif pour la planète. Et donc cette part-là, il faut qu'elle réduise. hmm, Donc ils ont par exemple l'IMO, qui est l'institut international qui gère justement le transport maritime, qui impose aux transporteurs de réduire de moitié leurs émissions d'ici à 2050. Donc ils ont un challenge qui est monumental. Et bien sûr, bah, si tu es, une boîte de transport maritime et que tu n'arrives pas à innover et justement à atteindre ces paliers-là, eh ben, tu disparaîtras. Donc ils ont une forte pression et du coup ils sont très motivés à développer, à trouver des solutions. Et donc nous on se dit, sur le chemin de ces exploits pionniers, sur le chemin de ce record, eh ben, on va trouver des choses qui vont... et on va se mettre en mode, il faut que ça contribue à la décarbonation du transport maritime et on va trouver des choses. Donc, on a pris l'exemple de Solar Impulse, qui est, je sais pas si tu connais, mais qui est un avion solaire qui a fait le oui. tour du monde sans énergie fossile. Et l'aventure a duré 10 ans. Pour atteindre cet objectif fou, eh ben, ils ont développé avec leurs partenaires, ils ont développé du savoir-faire et notamment des brevets. Et du coup, bah, des aventures comme ça, tu t'aperçois que ça génère vraiment beaucoup de propriété intellectuelle et qu'il y a des possibilités pour que ça bénéficie au monde ensuite. Donc vraiment, on se place dans ce mode de pensée-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui obsède toute l'équipe en permanence. C'est est-ce que ce que tu développes, euh, est-ce que ce que tu développes aujourd'hui pour ton exploit pionnier, on ne peut pas s'en servir pour aider à la décarbonation de ce Hmm. transport maritime. C'est intéressant de Et voir donc, comment vous êtes parti du projet, enfin du défi de record du monde mhm, pour arriver après par déduction à la cause un peu, enfin à la cause plus générale de l'entreprise. ouais. Ouais, ouais, et c'est finalement ce qui donne les valeurs de Sirocco. C'est-à-dire que tu vises en permanence l'excellence. Il faut que toute l'innovation que tu développes, elle profite à l'humanité. Donc, c'est un certain nombre de valeurs que tout le monde partage et qui fait vraiment du sens. Et c'est Ouais, ce qu'aujourd'hui les gens cherchent quand ils cherchent un travail. Il y a beaucoup de gens qui se disent il faut que mon job que je fais tous les jours, il ait un impact positif. Et bah, quand tu fais tes entretiens d'embauche et que tu présentes Sirocco, l'équipe, elle adhère, quoi. Et c'est pour ça que tu arrives à recruter aussi les meilleurs, parce que ton défi, il va plus loin qu'un simple défi ouais, sportif. ouais, clairement. Ouais.
Waouh! Ça fait rêver, hein. J'avais pas forcément en tête que, il y avait, je me rappelle qu'on avait parlé de décarbonisation, des Mmh. transports, mais c'est génial de voir comment vous en êtes arrivé à cette, je sais pas, greater cause, tu vois? Pour le Ouais. bien-être, en fait, du plus grand nombre, ce qui est juste fou et j'imagine que l'implantation à Marseille, est pas anodine puisqu'il y a la CMA qui est un des leaders mondiaux du transport maritime. Ouais, et on est un des premiers, un des plus grands ports de Méditerranée. Ouais, Moi, je vis à Port-Saint-Louis, OK, Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est à 45 minutes de Marseille. On est un petit peu au milieu des cargos. Moi, j'ai grandi au milieu des cargos, donc c'est des choses auxquelles on est confronté tous les jours, et même dans le cadre de notre passion. Moi, mes spots de kite autour de Port-Saint-Louis, on voit passer les cargos, les tankers, etc. Ça te saute au visage et tu te dis, ouais. pour le futur, ça serait vraiment bien qu'on arrive à faire quelque chose. Et d'avoir un projet comme le nôtre qui va contribuer à changer ça, c'est fantastique. Alors sans rentrer dans les détails, sans nous dévoiler des projets, secrets défense de Sirocco, ça pourrait Ouais. ressembler à quoi comme innovation? Alors aujourd'hui, par exemple, je te prends l'exemple, on développe une plateforme qu'on appelle le Lab chez Sirocco Ouais, et qui regroupe les outils qu'on développe notamment pour nos exploits pionniers, les outils, les méthodes, euh, le savoir-faire, etc. Et ce lab-là, on le commercialise auprès aussi de partenaires, de clients qui cherchent des solutions. Et là, par exemple, il n'y a y a rien de secret, on l'a annoncé hier, mais on a développé, notamment grâce à l'outil, euh, on a ce qu'on appelle un VPP, donc c'est un simulateur de performance. C'est un programme informatique qui simule la performance dont on sert pour concevoir l'engin de record. Et d'accord. avec ce VPP, on a développé des foils pour le premier bateau à hydrogène, le premier day boat, donc c'est un bateau qui fait 12 mètres. Euh, le premier bateau à hydrogène, donc qui va embarquer une pile à combustible, des réservoirs d'hydrogène. On lui a designé des foils qui, contrairement à ce qu'on trouve habituellement dans le, dans le maritime, c'est pas des foils qui soulèvent totalement ton bateau. Donc, t'as pas un bateau qui vole, Ouais, mais par contre, ça allège la masse globale du bateau. Donc, eux, ça leur permet d'embarquer moins de batterie, d'avoir moins de poids à soulever et ça apporte aussi de la stabilité à l'arrêt. Mais du coup, c'est grâce à l'outil qu'on a développé pour le record de vitesse qu'on développe ces foils qui permettent du coup, économiser des batteries à bord. Du coup, tu as moins besoin de produire de batteries. C'est vraiment un cercle vertueux. Tu as moins mmh, besoin d'embarquer d'hydrogène. Et de là, tu contribues aussi à améliorer l'efficacité énergétique des nouvelles solutions. ouais, Parce qu'aujourd'hui, la propulsion hydrogène, c'est une des solutions pour améliorer le transport maritime. Et du coup, toi, tu apportes une brique à cette solution-là qui ne pourrait pas vraiment fonctionner s'il n'y avait pas cette brique-là. On est vraiment en mode ouais, ouverture de porte pour le futur du transport mmh. maritime, ce qui est super, super génial. Donc là, pour le coup, la marque s'appelle Innova et je vous invite à aller voir leur joli bateau qu'on- dans lequel on les a aidés. Et voilà, c'est déjà une première pierre, alors que ça fait à peine un an qu'on a toute l'équipe qui bosse sur nos projets là, donc chez Sirocco. Donc c'est assez gratifiant de voir que ça porte Ouais, ses fruits. ouais, ouais, c'est clair que c'est rapide, hein, non seulement, après la formation de l'équipe, c'est vous avez pas chômé. On ne chope pas chez Sirocco. Et c'est la même équipe qui travaille du coup sur le, enfin, comment tu organisé l'entreprise? Tu as des équipes projets, donc tu en as une qui travaille, spécifiquement sur la tentative de record à 150 km/h ou Ouais. c'est Ouais, diffus, ouais, non, mais on a l'équipe core, toute l'équipe qui bosse à fond en permanence sur le record OK, et on arrive à consacrer en fait
des plages de temps sur des projets, on va dire des projets annexes, des projets OK, clients, qui viennent on top de tout ça, qui viennent, valider un peu l'expérience qu'on qu'on développe. d'accord. Alors si on revient sur le record, Ouais. pourquoi 150 km/h? Comment tu as défini ça? Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut que ça soit une marque qui soit à la fois, bien sûr atteignable parce Ouais. on n'est pas complètement frappé. On est conscient aussi de nos capacités, de nos possibilités et en fait, on est reparti vraiment pour trouver le concept de l'engin de record, bah, que tu pourras voir aussi pareil sur nos réseaux sociaux. C'est un concept qui est super innovant avec une capsule qui m'embarquera accompagnée d'un copilote et qui, à pleine vitesse, ne touchera plus l'eau. Et elle OK, sera reliée à l'eau par un foil et tractée par une aile de kite géante. d'accord. Donc c'est un concept qui est jamais vu qui a jamais été exploité en mode vitesse dans le monde de la voile et dont on pense qu'il y a un potentiel fabuleux en termes de performance. Et ensuite, c'est toujours pareil, hein, on se dit on veut faire le record dans 30 nœuds de vent et pas 60 nœuds ou Ouais, 50 nœuds comme je suis obligé de le faire en kite. euh, Quelle performance on peut atteindre pour l'instant, on table sur vraiment 150. La marque, l'objectif que j'avais fixé à notre équipe au début, c'était il faut effectivement pas qu'on fasse juste un nouveau record du monde de vitesse. Ce que je te disais tout à l'heure, ouais, on n'ambitionne pas de faire 121 ou 125 km/h. Il faut vraiment que la marque, elle soit assez haute pour vraiment obliger tout le monde à donner 150% de son potentiel et c'est à cette marque-là qu'on est arrivé. Donc ça représente 80 nœuds dans le monde nautique, ce qui est fabuleux. Et 150 km/h, ça fait aussi écho pour le grand public. Ça fait du sens. ouais, ouais. T'aurais dit 125, bof quoi. 130, ouais, ok, c'est la vitesse que tu atteins sur l'autoroute. Non, là, 150, c'est déjà une vitesse illégale sur l'autoroute. Donc voilà, ça parle tout de suite dans l'imaginaire des gens. Et cette part-là, elle est non négligeable. Ouais, Moi, clairement. c'est toute ma carrière, ça a été mon envie, c'était bien sûr de battre des records, mais aussi de faire vivre cette expérience-là, de ramener des images, faire rêver les gens. Sur le projet Sirocco, on a aussi cet objectif-là, c'est de faire vivre la perf d'encore plus près, parce qu'aujourd'hui, on a des moyens qui sont fabuleux. Donc, on a une communauté de fans qui nous suivent et qui suivent l'évolution du projet. Et cette communauté-là, tu as envie de lui faire partager ce que tu vas vivre pendant ces 2 3 ans de développement et on l'espère de record au bout. Donc voilà, il y a une partie story living qui est non négligeable, moi qui me passionne aussi, qui est passionnante pour toute l'équipe. Et pourquoi pas envisager un docu Netflix ou autre Ah ouais, pour c'est retracer clair. l'aventure. Je pense que voilà, ça fait du sens et pour le grand public, voilà, ça fera rêver. Comment enfin, vous ça, c'est déjà clair pour vous? Vous avez un plan de communication? Vous savez, ce que vous allez partager? Quand? Parce que c'est vraiment enfin, en gros, vous designez, une machine qui n'existe pas, donc j'imagine qu'il y a Ouais. des challenges qui vont arriver, au fur et à mesure de l'avancée du projet, donc je pense que ça doit être un peu compliqué de tout prévoir en avance, mais la vision que tu as, c'est quoi, toi? On a un plan, heureusement, un plan qui est déjà lié au développement même du projet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour faire simple, on a, à l'heure actuelle, on a déjà une plateforme de test sur laquelle on communique pas, qui est bien sûr un peu secrète et qui nous permet de valider pas mal de choses dans le concept. On a une maquette à échelle 1/6 qui va être dévoilée très bientôt, là, dans les semaines qui arrivent. On a un film en image de synthèse qui va sortir dans la foulée, OK. qui permettra aux gens de comprendre notre concept, comprendre notre mission.
Ensuite, on a un prototype radiocommandé, toujours pareil, à échelle 1/6 qui va arriver en fin d'année et qui là va nous permettre de développer pas mal de systèmes de contrôle de commande pour l'engin de record final. Engin de record final qui sera construit l'année prochaine, qui normalement sera terminé en septembre 2021. D'accord. Et on s'attaque au record en fin d'année 2021. On l'espère pour un record 2022. Donc voilà, le plan, il est plutôt clair. Là, on n'a pas trop commencé à communiquer sur nos réseaux sociaux. On est encore en mode calme. Ça va commencer à s'accélérer là dans les jours, dans les semaines qui arrivent. On va commencer à dévoiler petit à petit pas mal de choses. Et puis voilà, début octobre déjà, on aura de quoi faire parler. Bon, il faudra que je revienne vers toi alors parce qu'au moment où on enregistre, on est donc mi-septembre. Mais si tu me dis que ça arrive dans quelques jours, semaines, pour la sortie de l'épisode, ce sera live. Donc, j'intégrerai tout ça dans la description. Super, super. Par curiosité, le copilote, qu'est-ce qu'il va faire? Alors le copilote, pour l'instant, il va m'aider à piloter. Vraiment, ça sera un vrai rôle de copilote. Il va m'aider à piloter l'engin. Aujourd'hui, on ambitionne de faire un contrôle à la fois du foil et du kite. Ok, Donc il y aura deux choses à piloter en même temps. Pour l'instant, on ne pense pas pouvoir tout réunir sur un seul pilote. Ça risque de faire beaucoup de choses. Euh, mais en gros, faut se positionner sur le rôle d'un copilote dans un avion de chasse. Donc presque un navigateur d'accord. qui va pouvoir gérer par exemple la hauteur de vol donc lui il aura une vision, donc il sera à l'arrière de l'engin et il aura une vision à la fois du foil et du kite. Alors que moi à l'avant de l'engin j'aurais probablement moins de vision sur le foil mais plus une vision une vue générale en gros de la direction. Oui. J'aurai aussi une vision du kite. Donc voilà, il se peut qu'il y ait une partie des contrôles qui soit ramenée dans les mains du copilote. Il aura bien évidemment un rôle primordial au même titre que moi. Pour l'instant, son nom J'allais n'est te pas demander. dévoilé. Ça sera peut-être une copilote. Ok, Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas arrêté sur un candidat ou une candidate, mais il ou elle fera réellement partie de l'équipe. Il faudra qu'elle travaille avec l'équipe. On va avoir plein de choses à faire, ne serait-ce qu'avant les premiers essais dans l'eau. De la même façon que aujourd'hui les gens de la Coupe de l'Amérique apprennent à piloter leur engin avant la mise à l'eau, on aura probablement un simulateur qui va nous permettre d'apprendre à gérer les contrôles avant la première mise à l'eau. hmm. Voilà. Waouh, ça fait rêver. Ça Ouais, fait rêver. ça me donne vraiment envie d'être déjà à l'année prochaine, mais bon, malheureusement, on peut pas faire avance rapide là. Ouais. Parce que est-ce qu'il y a une partie homologation aussi de la machine qui devrait être faite? Alors, pas de la machine, il y aura, oui, oui, probablement, oui, oui, je te dis pas de la machine, mais oui, l'homologateur, il vérifie un certain nombre de choses sur la machine, il est là le jour du record, il vérifie voilà, que c'est bien toi qui prend le départ et qui prend l'arrivée. Ouais, qu'il y ait pas de changement en cours de route. C'est ça, qu'on n'a pas éjecté le copilote, Ouais. par exemple. OK. On n'a pas le droit de se séparer d'aucun élément du speedcraft pendant le run de record. Donc, Bah, faut on espérer va que pas se ouais, faut faut débarrasser du copie. faut espérer que le kite se sépare pas de l'engin pendant le record, ça serait Ouais, non, mais ça ça serait fait pas partie des solutions envisagées. cool. Bon, bah, on regardera tout ça et dès que le nom sortira, si le nom sort, du ou de la copilote, avant la diffusion, Ouais, je mettrai ça aussi. ça marche. Super. Bah, écoute Alex, peut-être on arrive déjà à la fin, de cette discussion Mhm. super intéressante. Moi, j'ai envie de te poser une question un peu plus, si on zoom out un petit peu, on a parlé de tes débuts en kite, on a parlé de la transition avec Sirocco, de la mission de Sirocco et de ce qui arrive. Si tu Mhm. regardes tout ce parcours, à quoi est-ce que tu dois tout ça?
Je pense que c'est bateau, hein, mais c'est la passion. Moi, c'est le kite qui est devenu. Alors, je dis passion, mais c'est plus qu'une passion. C'est une addiction, un mode de vie, tout ce que tu veux. Mais c'est ce qui a réellement drivé depuis le moment où j'ai quitté mon job de commercial en 2002 et le moment où j'en suis aujourd'hui. Euh, c'est vraiment le kite, le dénominateur commun. C'est ce qui m'a permis déjà de vivre, de me lever le matin avec une banane quand je vois les arbres bouger. C'est ce qui m'a permis de voyager, c'est ce qui m'a permis de rencontrer plein de monde, de me faire des tonnes d'amis. De rencontrer mes associés, de rencontrer, voilà, c'est ce qui nous drive. Je pars en vacances, je vais faire du kite, tu Ouais, vois. ouais, ouais. C'est vraiment là j'ai le fils de ma chérie à qui je fais découvrir le kite et là tu te dis bah voilà il va probablement tomber accro. Et il est déjà accro au kite et il a toute sa vie devant lui pour vraiment en profiter. Moi, ça fait 20 ans que je fais du kite. J'ai toujours envie d'en faire comme à mes débuts. Et donc, oui, ouais, je te dirais que le dénominateur commun à tout ça, ça reste le kite et plus dans sa globalité, plus la passion, quoi. Ouais. J'aurais pu faire, je sais pas, de la natation, j'aurais pu faire de l'apnée, j'aurais pu faire du VTT, ça aurait été probablement exactement la même chose. C'est-à-dire que j'aurais pu commencer à faire de la descente en VTT, ça m'aurait passionné, j'aurais peut-être, si j'avais eu la chance d'être bon dans ce sport-là, j'aurais peut-être eu des sponsors, puis monter mon équipe de VTT. Genre, tu vois, voilà, Ouais. c'est vraiment la passion qui reste le dénominateur commun finalement. Et, euh, et d'avoir justement cette chance-là, c'est aujourd'hui ouais, un vrai luxe, quoi. Et une vraie chance. Donc voilà, pour répondre à ta question, passion et kite. Et quel conseil tu donnerais peut-être pour le mot de la fin par rapport à l'importance de la passion dans tout ce que tu as Ah, accompli? vivre le truc à fond tant que vous pouvez, quoi. Parce que tu sais pas ce que demain sera fait. Tu seras peut-être confiné pendant Ouais, des années chez toi, à plus pouvoir sortir. Donc ouais, se lancer à fond dans une passion, maximiser son temps de pratique. Et puis après, tu sais pas ce que ça peut t'apporter. Tu peux rencontrer des gens qui vont changer ta vie. Et puis voilà, donc pratiquer le truc à fond, c'est la base pour moi. à fond, tout chousse. À fond. Ouais. Super. Bah, écoute, c'est ce qu'on retiendra. Merci, merci beaucoup Alex, encore une fois pour cette conversation. C'était hyper intéressant Bah, merci à toi, Loïc. et on va suivre avec attention, la suite de ce projet, décidément bien frappé. Génial. Merci Alex. Merci, à bientôt.